Bienvenue au colloque « Nos programmes scolaires sont-ils légitimes? » Bonjour, c'est Raphaël Gagny, professeur adjoint à l'Université Laval. Je suis l'organisateur du colloque « Nos programmes scolaires sont-ils légitimes? » Il se tient dans le cadre du CRIFP. Il va réunir une pluralité d'experts. C'est un colloque qui est interdisciplinaire. On a des gens en droit, on a des gens en didactique, on a des gens qui sont des éminences grises comme Gérard Bouchard. Et donc, on va se pencher sur la question épineuse de comment décider de ce que les jeunes doivent apprendre à l'école. Il n'y a pas de réponse ultime à cette question-là. On sait que les jeunes doivent apprendre un certain nombre de contenus, d'habilités, mais comment décider ensemble, autour d'une table, par exemple, de ce contenu-là? Qui doit être assis autour de cette table-là? Est-ce qu'on doit inclure des gens de certaines communautés, par exemple? C'est ce qu'ils nous demandent. Comment doit se passer la délibération? Est-ce ultimement, c'est le ministre de l'Éducation qui doit dire non, mettre comme on dit, son poing sur la table et dire non, c'est comme ça que ça va se passer? C'est des questions complexes qui nous font réfléchir sur le concept de légitimité. Produire des programmes au sein desquels plusieurs personnes vont se reconnaître, vont avoir envie de les enseigner, parce que c'est ça un programme scolaire. C'est un programme scolaire, c'est pour aider les enseignants dans leur travail, et on a besoin de leur approbation, on a besoin de leur adhésion. Donc la légitimité, ça part de ça. Mais pas seulement les enseignants, les parents, d'autres types de communautés. Donc on réfléchit à cette question difficile, comment on aménage la table pour écrire les programmes, pour qu'une pluralité d'acteurs le trouvent, ce programme-là, légitime. Et je vous souhaite un très bon colloque. Mon nom, c'est Jérôme Gosselin-Tappe et je viens vous parler de la question de la légitimité, puis de la différence entre légitimité puis justification, puis comment est-ce que cette distinction-là peut nous aider à penser l'élaboration des programmes scolaires. Puis une des choses que ma communication a mis en évidence, c'est le fait que de penser vraiment une légitimation qu'on peut pas confondre avec, par exemple, la question de la popularité ou avec la question de l'acceptabilité sociale, ça nous permet en quelque sorte de voir comment on peut structurer des processus d'élaboration pour laisser une place aux groupes qui sont désavantagés, puis qui ont finalement des raisons d'intervenir pour changer le programme, évaluer en fait la qualité des programmes qui vont être mis en place, puis c'est en quelque sorte l'esprit général de ma conférence. J'ai une expérience qui est vraiment celle d'un philosophe, et je vais faire ce qu'un philosophe fait probablement le mieux, c'est-à-dire penser à des distinctions conceptuelles. Puis on va explorer une distinction conceptuelle, en premier lieu, celle qui oppose l'idée de justification à celle de légitimation. Donc, en fait, mon point de départ, c'est que il y a un mélange, il y a une polysémie où dans le langage courant, on confond ces deux idées-là. Puis de faire bien cette distinction-là, je pense que ça va nous aider à bien penser la question de l'élaboration des programmes. L'intuition de base pour la conférence que je propose aujourd'hui, elle est liée à un article qui a été écrit par A. John Simmons, qui porte justement sur une distinction fondamentale, mais qui est couramment oubliée en philopolitique, puis ailleurs, entre justification et légitimité. Puis ce que nous dit Simmons, en fait, c'est que les philosophes politiques contemporains avaient oublié cette distinction-là jusqu'à très récemment, alors qu'on la connaissait depuis Locke. Puis de la réhabiliter, de mieux la comprendre, mais ça fait grand bien à la manière dont on pense le rapport à ces questions-là. Puis de manière très intuitive, Simmons nous dit que la justification, en fait, d'un acte, d'une stratégie, d'une pratique ou de quoi que ce soit d'autre, c'est finalement le fait d'avoir des raisons, qu'elles soient rationnelles, puis qu'elles soient aussi, dans une certaine mesure, moralement acceptables. Donc ça, c'est une définition super intuitive. Si vous dites de quelqu'un, vous faites d'une action qu'elle est justifiée, ça suppose, en quelque sorte, qu'on a une raison de la faire. C'est une raison qui est valide, même si vous n'êtes pas d'accord avec cette raison-là. Mais il y a autre chose. Il y a l'idée de légitimation, et qui, elle, revient, comme je l'ai un peu mentionné plus tôt, à Locke. Pourquoi? Parce que Locke propose une justification de l'État. C'est vrai. Une justification qui est en quelque sorte une argumentation rationnelle pour justifier l'État. Et pour lui, les États sont justifiés d'un point de vue rationnel, mais on a aussi à les légitimer dans la mesure où ils gagnent leur légitimité en vertu du consentement. Mais maintenant, la question, puis c'est normalement la question que vous devriez vous poser en ce moment,
c'est que si ce qui compte quand on parle de légitimité, c'est le fait que les individus adhèrent à une politique, à un régime ou quoi que ce soit, quelle est la différence entre légitimité et popularité, par exemple? Pourquoi le thème du colloque aujourd'hui, c'est pas nos programmes scolaires sont-ils populaires? Ça aurait pu être ça, au fond. Si ce qui compte, c'est ce que vous en pensez des politiques publiques. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas formulé les choses ainsi? C'est qu'au fond, il y a une intuition qu'on a quand on pense à la légitimité. Quand on vous a proposé ce symposium-là, c'est que vous êtes sûrement dit qu'une politique, un programme pouvait être impopulaire et légitime. Et même inversement, illégitime et populaire. Il y a en quelque sorte une séparation entre ces deux idées-là. Une séparation qu'on perd si on réduit cette idée-là à la simple notion de popularité. Donc, pour la suite de la journée, je vous propose d'adopter une conception de la légitimité qui est institutionnelle. Donc, plutôt que, même si vous êtes impliqué en tant que citoyen dans la légitimité, c'est d'abord et avant tout une propriété des institutions. C'est une propriété des processus d'élaboration. C'est mon hypothèse, c'est ma thèse aujourd'hui. Un processus d'élaboration d'une politique publique qui serait en mesure de produire la légitimation, c'est un processus qui donne une place à l'adhésion, au consentement des individus. Mais là, maintenant, je dois parler d'une autre chose que j'ai évoquée un peu plus tôt. Si on doit, en quelque sorte, aller chercher le consentement ou l'adhésion de certains citoyens, qui doit être visé par cette quête-là? Pour plusieurs, la pure majorité n'est peut-être pas suffisante. Alors, qui est visé par la légitimation? Là, je suis allé puiser chez quelqu'un d'autre qui me permet de répondre un peu à cette question-là, qui est Williams, qui dit qu'au fond, la légitimation, ce n'est pas le fait de prendre tout azimut en considération le consentement des personnes, mais d'aller chercher celui, en particulier, d'une catégorie de groupes, qui est celui qu'on pourrait définir comme les groupes radicalement désavantagés. Ça varie en fonction du contexte, puis de l'espace de référence. Mais il y a dans la société des groupes qui sont particulièrement désavantagés par une autorité politique, par une politique publique. Puis c'est ces groupes-là qui ont ou qui peuvent formuler des revendications fondamentales de légitimation. Quand on pense la chose comme ça, on sait de qui on doit aller chercher l'adhésion quand on élabore une politique publique. Puis qu'est-ce que c'est une revendication fondamentale de légitimation? Et là, ça me permet de faire le lien entre légitimité et justification. Bien, c'est le droit pour un groupe de demander de la part de l'État une justification, premièrement, et de peut-être la refuser. Peut-être de demander de refuser la validité de cette justification, d'en demander une autre, puis éventuellement, peut-être mener à une réorientation de la politique publique, du programme scolaire. La conclusion, je pense la plus radicale puis la plus importante que vous devez garder en tête pour le reste de la journée, c'est que parler de légitimité, comme vous et moi, en tant que chercheurs puis spécialistes, en fait, on est des gens concernés par la justification. Parler de légitimité, ça implique nécessairement de revoir notre pouvoir dans la société, puis là où on peut intervenir, puis dans quelle mesure on doit laisser aux citoyens et à d'autres groupes un droit d'intervenir dans l'élaboration des politiques. Et c'est l'essence de la légitimité telle que je vous la propose aujourd'hui. Merci. Bonjour tout le monde. Merci Raphaël de m'inviter aujourd'hui. Moi, je suis un peu du côté juridique de tout ça. Donc, je me présente. Je m'appelle Chloé Fréné-Gagné. Je suis avocate et je travaille présentement au Centre canadien de français juridique, qui est un centre qui offre de la formation en terminologie en français juridique à différents juristes partout au Canada. J'ai étudié toute ma vie en français. Je suis franco-manitobaine, donc j'ai étudié au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, un semestre en Belgique et plus récemment au Québec. Alors, j'ai obtenu mon droit à l'Université de Moncton et j'ai fait ma maîtrise à l'Université McGill. Et c'est cette recherche-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est sur la gestion et le contrôle de l'établissement des programmes d'études de la minorité linguistique dans un cadre législatif provincial. C'est un long titre, mais je vous promets, c'est très intéressant. Donc, je vais vous donner un peu cette mise en contexte parce que ça présente un peu mon point de départ de ma recherche.
Alors moi, je viens du Manitoba et au Manitoba, on a ce qu'on appelle le Bureau de l'éducation française. Et c'est un bureau qui est au sein du gouvernement provincial qui est responsable d'administrer, d'évaluer et d'élaborer les programmes d'études pour les programmes francophones et d'immersion. Et en 2017, il y a eu une réorganisation de ce programme-là et on a vu un effritement de la gestion et du contrôle de la minorité linguistique sur ces programmes d'études. On avait auparavant un sous-ministre adjoint responsable des programmes d'études francophones et un sous-ministre adjoint responsable des programmes d'études anglophones. Et en 2017, la communauté a appris, la communauté francophone, sans préavis, la coupure, évidemment, du poste du sous-ministre responsable des programmes d'études francophones. C'est lors de cette réorganisation-là que je me suis posé la question, est-ce que la communauté minoritaire a un droit de gestion et de contrôle sur ces programmes d'études? Alors, quand j'ai commencé ma recherche, j'ai trouvé une ambiguïté dans la jurisprudence, donc dans l'ensemble des décisions des cours au Canada. La première ambiguïté que j'ai trouvée intéressante, c'est que d'un côté, la Cour suprême du Canada disait que les minorités linguistiques avaient un pouvoir exclusif de gestion et de contrôle sur tout ce qui était lié à la langue et à la culture, notamment les programmes d'études. Mais d'un autre côté, la Cour suprême dit aussi que le ministre de l'Éducation provinciale a aussi un pouvoir de réglementation sur ces programmes d'études. Alors, j'ai trouvé cette ambiguïté-là vraiment intéressante. Je me suis dit qu'il fallait que je décortique tout ça. Alors, j'ai commencé un peu dans la méthode entonnoir. J'ai commencé très large. Je suis allée voir qu'est-ce que la jurisprudence et la législation canadienne, qu'est-ce qu'ils enseignent sur justement les droits linguistiques et l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Et si vous n'avez pas l'article 23 de la Charte, c'est l'article qui donne le droit à l'éducation dans la langue de la minorité. On va commencer par la méthode d'interprétation des droits linguistiques. Donc, au début, dans les années 80, la Cour suprême avait une interprétation des droits linguistiques beaucoup plus restrictive. Selon elle, les droits linguistiques émanaient d'un compromis politique. Et ce n'était pas à eux de gérer tout ça. On laissait ça aux législateurs. Et ensuite, dans les années 90, on a vu une série de décisions qui ont vraiment écarté cette approche restrictive. Et on introduit maintenant l'interprétation large et généreuse. Donc, les juges, dans cette interprétation-là, disent clairement que les droits linguistiques doivent, dans tous les cas, être interprétés en fonction de leur objet. Leur objet, c'est la mission de la loi, de façon compatible avec le maintien et l'épanouissement des collectivités de langue officielle du Canada. Et selon la Cour suprême, l'objet de l'article 23, c'est qu'il vise à maintenir les deux langues officielles du Canada ainsi que les cultures qu'elles représentent et à favoriser l'épanouissement de chacune de ces langues. Donc, on voit vraiment une différence entre l'approche restrictive et on est maintenant dans l'approche large et généreuse, qui est vraiment un point tournant pour les communautés de langue minoritaire au Canada. Une autre notion qui est importante dans la question de droit linguistique et de l'article 23, c'est que la Cour suprême introduit la notion de l'égalité réelle. C'est vraiment cette norme-là qu'il faut appliquer quand on parle de droit linguistique, c'est-à-dire que parfois, les communautés de langue minoritaire ont besoin d'être traitées différemment pour atteindre l'égalité avec les communautés majoritaires. Donc maintenant qu'on a un peu regardé aux aspects conceptuels, on va regarder concrètement qu'est-ce que l'article 23 donne comme droit aux communautés de langue minoritaire. On a premièrement le droit à l'instruction, le droit à des établissements d'enseignement, le droit à un enseignement de qualité réellement équivalente de la majorité et finalement le droit de gestion et de contrôle. Et c'est ce dernier-là qui m'intéresse particulièrement. Avant l'adoption de l'article 23, c'était la norme que c'était les représentants de la majorité qui avaient le contrôle en matière d'éducation, notamment dans les provinces, dans les régions du pays où il y avait une majorité anglophone. Mais après l'adoption de l'article 23, on a cherché à déterminer est-ce que cette disposition-là donne un droit de gestion et de contrôle aux minorités sur leurs établissements et jusqu'où est-ce que ça pouvait aller.
Ensuite, la Cour suprême, puisqu'on revient encore au caractère réparateur, puisque c'est les gouvernements provinciaux et territoriaux qui sont en partie responsables des injustices du passé, la Cour suprême du Canada a imposé des obligations positives aux gouvernements provinciaux et territoriaux, notamment de réparer les torts du passé, offrir et promouvoir l'instruction en français, assurer une instruction en français d'une qualité réellement équivalente, structurer ses institutions scolaires pour respecter ses obligations constitutionnelles et garantir que le contenu et les normes de qualité des programmes d'études soient compatibles avec les préoccupations linguistiques et culturelles de la minorité. Et la Cour ajoute aussi que le ministre a un intérêt légitime dans le contenu et les normes qualitatives des programmes d'études. Il peut imposer des programmes aux élèves, mais il ajoute une nuance très importante en disant que le ministre ne peut pas imposer des programmes s'il porte atteinte aux intérêts légitimes et culturels de la minorité. Donc, pour conclure un peu cette première partie, la Cour suprême propose un système qui met en équilibre l'autorité du ministre et les droits de la minorité. C'est-à-dire que les deux groupes doivent travailler ensemble pour déterminer les besoins de la minorité. Mais étant donné que le ministre ne peut pas mettre en vigueur des programmes d'études qui vont à l'encontre des besoins de la minorité, c'est la minorité qui a un peu le pouvoir exclusif de dire le dernier mot. Donc, on parle essentiellement ici d'une gouvernance partagée. Donc, je vous présente un peu la définition de la gouvernance partagée qui est proposée par les chercheurs Barvis et Juillet. J'espère que je les prononce bien. C'est une forme de gestion d'une série d'activités entre deux ou plusieurs unités organisationnelles. Donc, dans notre cas, ça serait le ministre et les communautés minoritaires, n'ayant pas de contrôle hiérarchique les unes sur les autres et dont le but est de générer des résultats qui ne peuvent être atteints par des unités travaillant individuellement. Donc, en faisant mes recherches un peu sur cette méthode de gouvernance, j'ai établi 4 critères de bonne gouvernance, c'est-à-dire d'avoir un mandat clair et un processus démocratique pour le choix des représentants, une représentativité et une diversité des acteurs, des individus capables d'assurer le leadership gouvernemental et une mise en commun des expertises et des savoirs. Après avoir un peu étudié cette méthode de gouvernance, je suis revenue au modèle manitobain. Je voulais savoir, est-ce qu'à la lumière de ce que m'a appris la jurisprudence et la méthode de gouvernance partagée, est-ce que le Manitoba est capable, avec sa structure présentement, d'atteindre l'équilibre prescrit par la Cour suprême? Donc, et je suis revenue un peu à mes 4 critères ici. Et un rôle qui était autrefois décisionnel pour la communauté au Manitoba est devenu malheureusement uniquement consultatif. C'est-à-dire que le Bureau de l'Éducation française n'a plus de mandat clair. Le sous-ministre adjoint responsable des programmes d'études en anglais et en français ne permet pas nécessairement une représentativité et une diversité des acteurs. Et malheureusement aussi, la communauté a perdu leur place autour de la table décisionnelle, ce qui, en conclusion, aussi freine la mise en commun des expertises. Donc, suite à mon analyse, j'ai conclu que le modèle manitobain n'arrive pas nécessairement à atteindre l'équilibre prescrit par la Cour suprême. Donc, en conclusion, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La Cour suprême du Canada, on se pose souvent ça comme chercheur. Donc, je conclus que la Cour suprême, justement, propose un système qui met en équilibre l'autorité du ministre et les droits des communautés, mais que le ministre doit mettre des structures en place, des structures institutionnelles et des politiques et règlements qui répondent aux besoins pédagogiques définis par la minorité. Pour assurer l'épanouissement de la communauté minoritaire, la communauté francophone doit non seulement viser son propre épanouissement, mais elle doit également avoir la possibilité d'exercer un pouvoir transformateur sur la société majoritaire. Elle doit aussi avoir une place à la table décisionnelle pour ses programmes d'études, mais également pour toutes les décisions qui ont une incidence sur son épanouissement.
Et quant au processus d'approbation ultime des programmes d'études, il revient, selon moi, exclusivement à la minorité et à son conseil scolaire. Le ministre doit donc travailler étroitement avec la minorité linguistique afin de déterminer ses besoins et ses priorités et ne peut les interpréter comme il le souhaite. Et finalement, il est proposé par ma recherche que le modèle de gouvernance optimale pour atteindre cet équilibre-là, c'est celui de la gouvernance partagée. Merci beaucoup. Entrons dans le vif du sujet, la table décisionnelle. Chloé en a parlé beaucoup. Moi, ça va être autour d'une table qu'on va se concentrer. Je vais prendre le cas du Québec parce qu'on est au Québec et le cas du programme d'histoire qui a été publié en 2017 pour vous illustrer le cas concrètement. On a des enseignants, par exemple, comme John Cummings, Robert Greene, la communauté anglophone, pour faire un lien avec ce que Chloé disait, des ayants droit, qui disent qu'à partir d'ébauches du programme, que la représentation de la communauté anglophone qui est faite dans le programme, elle est biaisée, elle discrimine. Bref, on ne présente pas, on ne se voit pas dans ce programme-là pour les élèves. On ne représente pas leurs parents, leurs grands-parents. On fait ces accusations-là pour quel écho, pour quelles conséquences? C'est ce qu'on va voir. Parce que ça, c'est fait dans l'arène publique. Maintenant, comment ça se transpose à la table des décideurs? Comment on peut prendre en compte ce que John Cummings dit et l'amener directement dans le programme qui va devenir un objectif d'apprentissage et qui va être prescrit aux enseignants? Donc, je m'intéresse à ce cas-là, des anglophones du Québec, mais j'ai aussi travaillé sur l'Ontario et l'Alberta. Donc, on va comparer différentes tables décisionnelles, comme Chloé a dit, et comment ça se passe autour de la table quand on s'assoit puis on décide qu'est-ce que les élèves devraient apprendre. Maintenant, c'est compliqué de décider à cette table-là parce qu'il y a plein de parties prenantes dans la société. En histoire, par exemple, pour le cas du Québec, on a les didacticiens d'un côté de l'histoire, on a les historiens, on a des groupes marginalisés, on a les représentants du groupe francophone majoritaire, des enseignants. Donc, c'est très compliqué de décider à la table. Avant même qu'elle soit habitée, plusieurs personnes veulent y siéger. Ce qu'on sait, c'est que c'est une table qui est gérée par un ministre de l'Éducation. Très important, parce que comme Chloé l'a dit, un ministre a des obligations et un certain pouvoir. Donc, d'où l'équilibre avec ce que tu disais. Donc, un ministre, il y a un petit M, là, pour ceux qui ne le voient pas dans le milieu de la table, le ministre doit aménager la table en disant... D'un côté, il y a ce que je veux que les élèves apprennent. Il y a d'autre côté, il y a ce que les parties prenantes disent. Et il y a d'un autre côté encore, il y a ce que les parties prenantes, eux, vont réussir à se faufiler à la table. Donc, il y a toutes sortes d'aménagements et ce n'est pas tous les groupes ou parties prenantes qui partent de façon égalitaire. Mais je vais partir de 3 cas qui se font déjà. Les jugements de la Cour suprême ont été faits depuis 1990, il y en a d'autres, 2001, Arsenault-Cornu. Donc, il y a une certaine connaissance dans les ministères de l'Éducation notamment pour les minorités de langue officielle, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Maintenant, comment ça se transpose dans le concret? Comment on compose la table? Avec d'autres parties prenantes, bien sûr. Partons du Québec. Le Québec, et comme les autres provinces, même si on ne reconnaît pas sa légitimité, au Québec, on est quand même sous la Charte, qui est arbitrée par la Cour suprême. Donc, si on va trop loin en n'écoutant pas du tout ce que les anglophones font, ils peuvent avoir un recours juridique contre le ministère de l'Éducation, comme partout ailleurs au Canada pour les francophones. Le ministre doit savoir que la Cour suprême est là. Nonobstant, on pourrait parler de son débat de légitimité, mais nonobstant, elle peut rendre des jugements défavorables si on n'écoute pas la minorité. Qu'est-ce qu'on a fait au Québec, sachant cela par ailleurs? Je ne présume pas de l'ignorance des législateurs. On a reformé une table. J'ai lu, fait des demandes d'accès à l'information pour savoir qui était assis autour de la table. J'étais allé assister à des conférences d'enseignants où on leur présentait le programme avec des gens qui se présentaient comme les auteurs. 3 membres, abstraction, il y en a peut-être plus, il y en a peut-être moins, des membres du groupe majoritaire, des francophones,
qui était par ailleurs diversifié, pour avoir des femmes, pour avoir des hommes, pour avoir toutes sortes de... mais des gens du groupe majoritaire, qui étaient assis à la table et qui tenaient le crayon. Maintenant, quel rôle on a donné aux autres parties prenantes? Un rôle consultatif. On tenait des journées d'études et on invitait les anglophones, les autochtones, à venir parler de leurs doléances, mais ils n'étaient pas assis à la table. Ils ne tenaient pas le crayon. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que ce n'est pas le seul modèle qui existe. Et donc, qui est assis à la table quand on consulte est très important. Donc, moi, la légitimité, je ne la vois pas dans les institutions. Je la vois ultimement incarnée dans des gens qui sont assis sur des chaises autour d'une table. Donc, on peut bien faire des représentations légitimes, mais si on est écouté par des gens de l'autre côté qui disent ça oui, ça non, c'est pas vraiment un pouvoir, disons, comme l'entend la Cour suprême. Mais c'est un modèle. C'est un modèle. Qu'est-ce qui s'est passé ailleurs? Modèle albertain. Je viens de finir ma thèse sur le modèle albertain. Très intéressant, le modèle albertain. Donc, c'est un programme d'études sociales. J'utilise les programmes d'histoire et d'études sociales notamment parce qu'ils sont très liés à la préservation de la culture, de la langue des minorités. Et celle de la majorité, d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier. Qu'est-ce qu'on a fait en Alberta? Notamment suite au jugement de la Cour suprême, on a constitué une table où on a réuni un représentant anglophone albertain, un représentant francophone et un représentant autochtone. On est au tournant des années 2000, les jugements de la Cour suprême, la résurgence autochtone, le désir de créer un programme en commun avec différentes autres provinces qui ne s'étaient jamais vues, a créé un climat d'innovation pédagogique. On a brassé les cartes. On arrête de faire les programmes comme d'habitude, on se met ensemble, on fait un programme et oups, une faille s'ouvre et les revendications minoritaires arrivent à la table. On tient le crayon. Qu'est-ce qui est arrivé en Alberta? Qualifié comme un des programmes les plus, mon ami Albertin ici, comme un des plus innovateurs en 2005. Pourquoi? De la maternelle à la 12e année, on demandait à des élèves albertains majoritairement anglophones d'apprendre systématiquement à propos des expériences et des perspectives francophones et autochtones. Parce qu'être à la table a permis, dans un seul programme, néanmoins de faire transposer des revendications qui se trouvaient à l'extérieur à l'intérieur du programme. Modèle ontarien. Donc, j'aurais voulu parler de 4 modèles, mais Chloé vous a déjà parlé du modèle Nouvelle-Écosse, où c'est même des programmes séparés. Moi, je vais vous parler d'un modèle alternatif qui a même été proposé par John Cummings. Quand il se plaignait au Québec qu'il n'était pas entendu, il dit « Pourquoi on n'utilise pas le modèle franco-ontarien? » Qu'est-ce qui se passe en Ontario? Pour l'avoir étudié avec Marie-Hélène Brunet, encore là, suite notamment à l'instauration des droits linguistiques et des systèmes scolaires, il faut bien l'avouer, dans toutes ces provinces-là, même au Québec, les francophones ou les minorités ont un système scolaire différent. Ils le contrôlent. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de faire en Ontario? On a adapté, notamment à l'aide de gens très bien placés au ministère, un modèle qui est duel. C'est-à-dire qu'on fait un même programme d'histoire, par exemple, mais qui a 2 versions. Donc, il y a 2 versions, et pour parler de proportionnalité, pour l'avoir analysé de façon préliminaire, donc un programme en 7e année a à peu près 80% de commun. Donc, on parle finalement on répond à des grandes interrogations de s'ils n'apprennent pas la même histoire, puis Louis Riel. Il y a un 80% de tronc commun et un 20% discrétionnaire. Comment ça s'écrit concrètement? C'est qu'on a divisé les tables, on l'a dupliqué, on a fait une table francophone où on écrit les objectifs d'apprentissage discrétionnaire, la même chose du côté anglo, et on se réunit ensuite de ça pour établir le tronc commun et se séparer le travail. Puis pour faire un grand lien, mon message central sur la légitimité, plus la minorité de langue officielle, parce qu'on aurait pu parler de cas d'autres minorités, mais celle-là, je me suis concentré, plus elle est loin de la table, plus il y a des chances de backlash, plus il y a des chances de non-légitimité qui peuvent avoir des conséquences assez, je ne dirais pas terribles, mais disons qui peuvent se transposer dans des enseignants qui ne veulent pas enseigner le programme dans leurs écoles ou qui le modifient ou qui décident de stopper une réforme comme on a essayé de faire au Québec aussi d'ailleurs et en Alberta. Merci.
Eh bien, bonjour, je suis Gérard Bouchard. Moi, je vais parler en fait d'un chapitre du livre que je vais lancer mardi prochain ici à Montréal. C'est un chapitre qui essaie d'examiner la façon de conjuguer à l'intérieur d'un récit national le récit des majorités et le récit des minorités. Ça fait longtemps que les programmes proposent d'intégrer les minorités. Mais moi, ce que j'observe, c'est qu'on n'a pas développé de moyens de le faire, sur le plan didactique, par exemple. Alors, ça reste là comme un objectif là, qui tombe dans un angle mort. Et moi, ça m'intéressait beaucoup d'essayer de voir s'il n'y aurait pas un moyen d'arriver à jumeler, à fondre ces deux récits sans les altérer, ni l'un ni les autres. La question à laquelle j'ai travaillé, c'est la façon d'intégrer les récits minoritaires avec le récit majoritaire. Et c'est une idée qui est ancienne. Je pense que c'est le rapport Parent qui, pour la première fois, a énoncé cet objectif, donc d'intégrer les minorités à la majorité, de façon à ce que l'histoire nationale ne soit pas uniquement l'histoire du groupe majoritaire. Et puis, tous les programmes, après le rapport Parent, jusqu'au dernier, là, en 2017 ou 2018, tous les programmes ont repris cet objectif-là. Et moi, dans l'étude que j'ai faite des manuels pour le livre, j'ai cru observer que l'objectif était formulé, mais il disparaissait après. Ce n'est pas l'objet d'une traduction didactique, mais ça restait là. Alors, je me suis dit, moi, je vais essayer d'en proposer un. Alors, comment arriver à intégrer les récits minoritaires aux récits majoritaires sans les altérer ni l'un ni les autres? C'est un objectif qui a des enjeux très importants. Parce que depuis la Révolution tranquille, on parle de la nation québécoise par opposition à la nation canadienne-française, comme si elle devait s'étendre au-delà du noyau majoritaire. Et là, je pensais à ce que Raphaël a dit dans son introduction ce matin. Il y a un enjeu considérable. Si, au nom de la diversité, on va refuser l'idée d'un manuel unique à l'échelle du Canada, parce que nous, on est une nation, puis bon, eh bien, si on ne fait pas l'intégration chez nous de la majorité et des minorités, comment on va justifier le manuel unique, si on veut être logique, hein? Alors, il y a un défi, là, un défi qui dépasse le problème didactique ou le problème de l'histoire nationale. C'est un défi qui rencontre très précisément le défi de la nation québécoise elle-même. Le défi qu'on s'est posé dans les années 60, c'était de formuler une identité nationale avec un programme, des valeurs, etc., qui déborderait le noyau francophone et dans lesquels se reconnaîtraient les minorités, de sorte qu'à partir de là, on pourrait former un ensemble, une véritable nation québécoise. Alors, moi, le procédé, je l'appelle, surprenez-vous pas, là, je l'appelle les vases communicants. Il fallait que je lui donne un nom, mais vous allez voir que c'est pas compliqué du tout. Il y a deux critiques que je devais éviter, deux problèmes, des écueils que je devais absolument éviter. Premier écueil, et là, vous allez reconnaître la position d'un certain nombre d'historiens québécois. Premier écueil, c'est l'idée que si on essaie de faire ça, de faire ce jumelage, ça va nécessairement se faire au détriment du récit majoritaire. Ça va l'appauvrir, l'altérer, il va perdre le sens qu'il avait. Le deuxième écueil, c'est que moi, mon procédé, comme vous allez voir, est fondé sur les valeurs, ce que j'appelle les valeurs civiques ou les valeurs universelles. Et la critique qu'on entend ici depuis un bon bout de temps, c'est que ces valeurs-là sont artificielles. Ça n'a pas de racines chez nous, c'est plaqué artificiellement sur notre identité, sur notre imaginaire, etc. Donc, ça ne marche pas. Ça n'a pas de sens organique pour nous. Ça reste livresque, c'est théorique, ça vient de l'ONU, etc. Il y a 3 conditions à respecter. Tantôt, je parlais de 3 critiques, mais il y a 3 conditions à respecter. Il faut que ce soit une véritable intégration et pas une affaire en silo qui serait artificielle et qui n'aboutirait à rien. Il faut éviter d'assimiler les minorités en leur imposant arbitrairement des valeurs de la majorité.
Et troisièmement, il faut éviter une hiérarchisation entre la majorité et la minorité en leur reconnaissant les mêmes droits. Ça, c'est la table est mise de cette façon-là. Je vais commencer par une distinction qui est très importante pour éviter tout malentendu. Il faut distinguer entre les valeurs civiques, les valeurs à vocation civique, et les valeurs morales. Parce que dans les débats sur les rapports qui devraient exister entre les valeurs et l'histoire nationale, il y a eu des critiques qui sont adressées en disant l'histoire nationale n'a pas à s'occuper des valeurs. C'est du prêchi-prêcha, c'est de la moralité, etc. Puis c'est vrai. Sauf qu'il faut faire une distinction importante. Il y a des valeurs à dimension collective qui s'adressent à l'ensemble d'une société. Et puis, il y a des valeurs à dimension individuelle. Et là, c'est le choix des individus. Bon, j'en viens à la métaphore des vases communicants. C'est peut-être là que vous m'attendez. Bon, d'un côté, je parle de l'historisation des valeurs universelles. Historisation des valeurs universelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces valeurs universelles dont je parlais tout à l'heure, en fait, elles ressortent du passé de la nation. Elles sont déjà enracinées dans la nation. Il s'agit simplement de les faire ressortir. Alors, ces valeurs-là sont toujours présentes dans le passé de toute nation, sauf qu'elles ne sont pas présentes de la même façon. Par exemple, il y a des nations où la valeur de la liberté, de la démocratie a toujours été célébrée. Ça a toujours été comme une transcendance, c'est sacré, on ne touche pas à ça. Et puis ça crée un fort consensus, puis tout le monde est d'accord avec ça. Alors là, les valeurs existent, ce que j'appelle de facto. Hein? On peut les observer, elles sont là. Et puis, il y a une autre façon pour les valeurs d'être présentes dans le passé, c'est quand elles ont été transgressées régulièrement, mais qu'elles ont fait l'objet de luttes infructueuses pour arriver à les faire célébrer, à les intégrer aux institutions, aux modes de gouvernance, etc. Mais on n'y est pas parvenu. Ben, les valeurs sont là pareil. Puis peut-être même davantage que dans l'autre cas, parce qu'elles sont là comme combat, comme lutte, comme etc. Alors là, je vais parler des valeurs par défaut. Donc, une présence de facto et une présence par défaut. Mais dans les deux cas, on a toujours les valeurs. Donc, historisation des valeurs universelles, pour montrer que ce n'est pas des valeurs qui sont artificielles et qui s'imposent chez nous, avec lesquelles il faut vivre, mais ça n'en a pas le goût. Elles sont présentes dans notre histoire, avec toutes les particularités, tous les particularismes. Mais d'abord, dans la deuxième direction de mes vases communicants, c'est l'universalisation des valeurs singulières. Et là, ça consiste à faire l'opération inverse. Ça veut dire qu'on peut montrer que des épisodes étroitement associés au passé d'une nation portent un coefficient d'universalité. C'est un peu l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, mais c'est pour répliquer à une autre critique, à savoir que si on essaie de conjuguer nos valeurs avec les valeurs internationales, on va les diluer, puis on va leur enlever le pouvoir de mobilisation qui peut leur être associé. Mais pas du tout. Elles sont déjà là. Il s'agit simplement de les gratter un peu, puis on fait ressortir le côté universel de ces valeurs-là. Et puis, on peut faire la même opération avec le passé des minorités. Les minorités qui vivent ici sont porteuses d'une histoire, une histoire qui est porteuse de valeurs. Et ce serait extrêmement intéressant de confronter, de comparer. Et à mon avis, ce qu'on apercevrait, c'est que c'est les mêmes valeurs. Il y a une étude qui n'est pas assez connue, mais moi, je la cite quasiment à chaque fois que je prends la parole en public, parce que je la trouve tellement importante. C'est une étude qui a été faite par un juriste de la Commission des droits de la personne, il y a une quinzaine d'années, et qui a préparé un questionnaire pour mesurer l'adhésion, la force de l'adhésion des citoyens à certaines valeurs, comme la liberté, l'égalité, etc. Et puis, il a appliqué son questionnaire en distinguant les groupes ethnoculturels ou les groupes ethniques, ou les origines ethniques. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve que sur l'ensemble des valeurs, les minorités ont une adhésion plus forte que les Québécois de la société d'accueil. Alors, c'est pas gênant là, de parler de liberté, de parler d'égalité,
puis de démocratie, c'est déjà là. D'ailleurs, plusieurs de ces immigrants sont venus ici parce qu'ils en étaient privés dans leur société. Ils sont venus au Québec pour ça. Hein? Je ne dirais pas que c'est un honneur qu'ils nous font, mais enfin, c'est pas des gens embarrassants. Ils partagent déjà nos valeurs à nous, en tout cas les valeurs principales. Donc, c'est pas gênant de parler, d'appliquer aux minorités l'exercice que je viens d'évoquer, c'est-à-dire de faire ressortir de leur passé à eux les valeurs universelles dont ils sont porteurs. Puis là, on s'apercevrait qu'il y a plein de passerelles là, qui nous permettraient de construire une véritable intégration des récits. Alors, quand je dis que les valeurs universelles sont déjà présentes dans nos épisodes, dans notre passé, je vous donne des exemples, mais vous allez voir, c'est facile. C'est évident que les rébellions de 37-38, ça mettait en jeu des valeurs de liberté, de démocratie, de laïcité. Il s'agit simplement de les faire ressortir, c'est là. Hein? Le mouvement féministe, les valeurs fondamentales d'égalité, le droit, etc. La lutte contre le colonialisme anglo-américain, la liberté collective, la justice sociale. Alors, c'est un champ qui est très ouvert. Moi, je crois que quasiment tout le passé national de toute nation peut se prêter à un exercice comme ça. C'est l'histoire qui se met au service de la citoyenneté ici, là. Et tantôt, c'est l'histoire qui se met au service de l'identité. C'est des objectifs absolument nobles. Je peux m'arrêter là. Voilà. Mon nom est Julien Prudhomme, je suis professeur au département des sciences humaines de l'UQTR et l'objectif de ma présentation d'aujourd'hui, c'était, partant du principe qu'il y a certaines demandes dans la formulation des cours d'histoire qui sont jugées par les décideurs recevables ou non recevables. Mon intention était de montrer comment les demandes pour une meilleure représentation des minorités ethnoculturelles dans le programme d'histoire du Québec de secondaire 3 et 4 se présentaient dans l'espace public. Mon objectif là-dedans était de montrer que ce genre de demandes se déclinent de différentes manières, de montrer surtout qu'il y a une évolution de la façon dont les groupes minoritaires formulent ces demandes-là, de montrer qu'on est à l'heure actuelle dans une période intéressante pour enrichir les discussions sur la présence des minorités dans le récit historique, pour montrer également que les demandes les plus concrètes portant sur des groupes bien définis comme les Premières Nations ou les Noirs du Québec sont souvent les plus constructives et les plus susceptibles d'entraîner une modification des programmes d'une façon qui est pédagogiquement acceptable. Et finalement, de montrer que les groupes organisés, les groupes de pression qui parlent au nom des communautés minoritaires, tendent à avoir un point de vue assez réaliste, pragmatique par rapport à cela, et donc qu'un dialogue entre, par exemple, didacticiens, historiens et groupes minoritaires organisés aurait sûrement le potentiel un grand potentiel de changement positif dans une rectification fine et répondant à la fois aux attentes des communautés et des programmes et de la pédagogie attendue du ministère. Bonjour à tout le monde. Bon, vous savez que dans au moins les 20 dernières années ou les 30 dernières années, on a connu divers épisodes de polémiques publiques autour des programmes d'histoire. Et disons que depuis une vingtaine d'années, ce qui est considéré comme les normes qui permettent d'identifier comme raisonnables ou acceptables des demandes ou des contenus ou des finalités attribuées au programme d'histoire repose beaucoup sur une opposition entre histoire et mémoire qui n'a pas été inventée par les didacticiens, mais qui est largement reprise à l'heure actuelle. Dans les discours en didactique, notamment si on va dans la salle juste à côté du couloir, on va l'entendre beaucoup. On a souvent entendu dans ces débats des énoncés de la part de didacticiens, mais d'autres également, qui ressemblent à ceux qui sont à ma droite de la diapo ici. D'une part, une dénonciation d'un cours d'histoire
qui répondrait à des demandes strictement mémorielles, c'est-à-dire qui reproduirait les demandes mémorielles d'un nationalisme, par exemple, canadien, franco-québécois, mais ça pourrait être autre chose. Cette critique-là, ce refus, disons, de l'histoire mémoire ou mémorielle, s'accompagnait beaucoup aussi d'une critique des demandes pour insérer tel item particulier ou tel item particulier dans le programme. Et si, par exemple, un nationaliste francophone disait « on ne parle pas de Madeleine de Verchères » ou « on ne parle pas de la conquête », on ne nomme pas spécifiquement la bataille de Sainte-Foy, par exemple, dans le nouveau programme, bien, les didacticiens ou d'autres allaient lui répondre, bien, c'est parce que vous ne comprenez pas à quoi sert un programme d'histoire. Un programme d'histoire n'est pas un catalogue de faits. Un programme d'histoire, c'est un cadre général. Et si on demande l'insertion de tel ou tel fait particulier, c'est qu'on n'a pas compris la dynamique d'un programme d'histoire. Ce que vous avez ici à côté, ce sont des demandes en provenance de groupes minoritaires pour introduire telle ou telle chose dans les programmes d'histoire et qui, dans le fond, sont formulées de telle manière qu'elles seraient jugées non conformes, qu'elles seraient jugées non recevables par les normes imposées par les didacticiens puis les normes qui sont censées présider au nouveau programme d'histoire. Ici, par exemple, on a quelqu'un qui dit on devrait, quand on parle des guerres mondiales, au lieu de parler des crises de la conscription, on devrait parler des sacrifices héroïques de nos soldats. Dans le fond, ici, on oppose un mythe québécois à un mythe canadien. On devrait ajouter un mythe canadien pour contrebalancer le mythe québécois. Ici, on a quelqu'un qui dit « le programme est mal fait parce qu'on ne peut pas conclure le programme d'histoire en disant « je veux rester au Canada, le Canada est mon pays ». C'est quelque chose qui n'est pas jugé recevable par les didacticiens, par les programmes d'histoire aujourd'hui. Et ici, on a cette idée d'une histoire où il faudrait tout nommer les items au programme. Il dit qu'il faut parler des contributions des communautés italiennes, grecques, portugaises, caribéennes et d'autres à la construction de cette province, parce que c'est vrai que c'est au Québec que ces gens veulent souvent s'identifier. Et il faut un programme d'histoire qui présente les diverses communautés comme des partenaires. Ça, c'est le genre de choses qui seraient jugées inacceptables de la part des didacticiens ou des concepteurs de programmes si elles venaient de la majorité francophone. Je ne dis pas ça pour essayer de créer une fausse équivalence, de dire que ça doit nous servir de prétexte pour balayer du revers de la main des demandes que je trouve par ailleurs légitimes de la part de nos compatriotes de groupes minoritaires. L'idée, c'est de dire que le défi de formuler des demandes qui soient compatibles avec ce qu'on comprend aujourd'hui comme un programme d'histoire, c'est un défi autant pour la majorité que pour les groupes minoritaires et que ça doit être pris au sérieux comme souci. Mais à partir de la distinction que je viens de poser, il y a une difficulté réelle de la part des groupes minoritaires à formuler des demandes qui sont compatibles avec ce qu'on accepterait de mettre dans un programme. Ces difficultés-là ne sont pas propres aux groupes minoritaires. En fait, très souvent, les groupes minoritaires vont formuler des demandes dans des termes qui sont très analogues à aux demandes formulées par les francophones. Ce que je vous propose ici, comme je vous le dis, c'est un petit projet maison qui repose sur une cueillette d'articles dans des quotidiens québécois, francophones et la Montreal Gazette en anglais, où, dans le fond, j'ai fait une cueillette de tous les textes qui rapportaient des demandes pour une plus grande visibilité de la diversité ethnoculturelle dans le programme d'histoire québécois. Je vous passe les détails, mais j'ai cueilli un échantillon relativement modeste d'une centaine de textes, 110 plus exactement, 53 en français, 57 en anglais, qui ont été entrés dans une grille de différentes façons. Je remercie d'ailleurs mon collaborateur Antoine Rossignol qui co-signe cette présentation, même s'il n'est pas là aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait avec cette cueillette-là? En fait, mon objectif était de voir comment les demandes pour une plus grande visibilité de groupes minoritaires dans le programme d'histoire se présentaient dans l'espace public, dans l'espoir qu'on en tirerait des considérations intéressantes. Ce que j'ai fait, après la cueillette, c'est qu'on a, entre guillemets, attribué à chaque texte une ou plusieurs finalités, c'est-à-dire qu'on regardait pour quelles raisons et quelle forme prenaient ces demandes pour une plus grande visibilité. Ce qui m'intéresse ici, c'est que cette opération-là m'autorise trois constats. D'une part, puis ce sont ces trois constats que je vais vous présenter rapidement pour servir la discussion par la suite. Le premier constat, c'est que les demandes
ces demandes pour une plus grande visibilité des communautés ethnoculturelles évoluent dans le temps. Entre 1995 et aujourd'hui, il y a eu une évolution de la façon dont ces demandes-là se présentent dans l'espace public. Et ça, c'est pas inintéressant. Deuxièmement, la façon dont ces demandes sont formulées varie selon les groupes concernés. Les demandes qui concernent les communautés anglo-québécoises ou les Noirs du Québec ne prennent pas nécessairement la même forme. Ça, c'est intéressant. Troisièmement, je m'en expliquerai à la toute fin. Je m'attendais à ce que les demandes qui viennent de groupes organisés, de groupes de pression, de groupes minoritaires, soient celles qui soient le plus coloriées en rouge, si vous voulez, c'est-à-dire qui émettent le plus d'attentes à saveur mémorielle. Ce n'est pas le cas, en fait. Et en fait, c'est le format médiatique, les choix éditoriaux des différents médias qui influent le plus, qui tirent le plus dans cette direction-là. Je conclus là-dessus sur les 3 questions que j'avais posées et qui m'amènent sur peut-être des suggestions, des propositions. Le constat sur la question de la périodisation me dit que puisqu'on est dans une période inattendue, je dois dire, je ne l'attendais pas, mais puisqu'on est dans une période de réenrichissement de la discussion publique là-dessus, peut-être qu'on a une fenêtre d'opportunité pour faire quelque chose d'intéressant. Deuxièmement, puisque les demandes qui concernent les demandes concernant les Anglo-Québécois sont beaucoup teintées d'un nationalisme anglo-canadien qui est très analogue, en fait, aux demandes du nationalisme franco-québécois, puis qui pose les mêmes problèmes. Par contre, les demandes qui concernent d'autres groupes spécifiques donnent lieu à un discours plus riche, entre guillemets, ce qui me fait dire que des projets didactiques, par exemple, avec des objets précis, comme les génocides, encore une fois, c'est un exemple parmi d'autres, ont peut-être un plus fort potentiel d'arrimer les demandes des groupes minoritaires avec le programme. Fait que là, il y a des choses qui peuvent marcher mieux que d'autres. C'est ça que ça nous dit. D'autre part, et là, c'est vrai que je clôt là-dessus, c'est le discours médiatique, en fait, qui gonfle le caractère strictement mémoriel et peu compatible avec les attentes didactiques des demandes qui sont faites, tandis que le discours des groupes organisés semble raisonnablement soucieux de s'arrimer à une variété de finalités, y compris de s'arrimer aux attentes du programme. Ça correspond aussi à ma propre expérience du comité Beauchemin, pour être honnête. Et donc, ce que ça me dit, c'est que si le ministère de l'Éducation en vient à favoriser des réformes via des consultations continues, par exemple, sur le programme, une bonne voie de changement, ça peut être pour divers intervenants, comme des didacticiens ou d'autres, de former les groupes organisés qui pourraient être des parties prenantes à ces discussions-là, parce que ce sont des acteurs à la fois réceptifs et importants de ça. Plus réceptifs qu'on peut le soupçonner quand on fait juste lire le journal rapidement. Voilà. Bonjour, je suis Denis Geoffrey, professeur à l'Université Laval. Donc, je suis très heureux d'être dans le colloque organisé par mes collègues pour parler aujourd'hui du passage du programme ECR, Éthique, culture religieuse, au nouveau programme Culture et citoyenneté québécoise. Pour commencer, merci beaucoup, Jérôme Raff, de m'inviter pour parler du programme CCQ. Vous en avez dit un petit mot. Et j'avais aujourd'hui envie de créer le récit de sa construction, mais en même temps de la destruction du cours précédent, qui est le cours ECR, parce que si ce cours existe aujourd'hui, c'est bien parce qu'il fait partie d'une très longue histoire, parce qu'il faut vraiment lier la fin du cours Éthique et culture religieuse à une très longue histoire au Québec, parce que dès la création du ministère de l'Éducation, l'enseignement du petit catéchisme va disparaître assez rapidement. Donc, déjà en 64, vous voyez, la même année. Donc, il se passe déjà quelque chose. Il y a déjà le Québec se veut en processus de modernisation de son système d'éducation, mais aussi de ses mœurs. Et la modernisation des mœurs vient évidemment avec cette grande idée que la religion, on doit s'en distancier. OK? Je le dis comme ça, parce que je ne veux pas être bête avec... Donc, vous voyez que on va déjà en 75 avoir un régime d'exemption parce que le cours de religion continue
se donner, mais déjà, il y a exemption. On permet à des parents de pouvoir retirer les enfants du cours de religion qui est donné. Et déjà en 80, il y a les deux options. Ça, c'est un peu particulier parce qu'on donne un cours de religion, mais on se dit, bon... on met où les élèves qui ne sont pas dans le cours de religion? Donc, c'est à l'époque qu'on crée le cours de morale, comme si le cours de religion était un cours de moralisation des enfants. Donc on dit, on va le faire d'un côté laïque, et d'un côté, on le fera religion. Mais c'est juste en 83, puis ça, c'est des dates importantes qu'il y a l'initiation sacramentale. C'est qu'encore, on se sert de l'école pour le rituel, par exemple, de la première communion, et puis comment on l'appelle, l'autre grand rituel qui se faisait en 6e année, dont le nom m'échappe. La confirmation solennelle, exactement. 87, déjà, choix des parents pour l'école catholique ou protestante, alors que ce n'était pas permis autrefois. Et vous savez, un des grands problèmes de l'école catholique française, c'est que tout immigrant qui n'était pas catholique ne pouvait accéder à nos écoles. Donc, la plupart du temps, ils allaient dans les écoles protestantes anglaises. Donc, c'est pourquoi, en 87, on dit « Ah, mon Dieu, malheur, on perd, on ne francise pas les enfants qui viennent de l'international. Donc, on donne dorénavant le choix. » La création des commissions scolaires linguistiques, 97, mais il ne faut pas oublier que le ministère de l'Éducation lui-même va être complètement laïcisé ou déchristianisé. Et en l'an 2000, donc ça prend des années. Puis là, on est 64-2000. Donc, en 2008, on cherche un nouveau programme pour remplacer le cours de religion. Et puis, il va y avoir, moi, je dirais, des comités qui vont se créer, mais avec des gens qui étaient très proches à l'époque des comités catholiques et du sous-ministre religieux. C'est comme ça, je le vois. Et puis, donc, ces comités vont mettre de l'avant ce programme, et puis on va avoir ce programme. Mais ce n'était pas le vœu, je dirais, à l'époque, parce que je faisais partie à l'époque des didacticiens qui ont fait partie du comité de consultation pour la création du cours SCR. Et ça ne faisait pas du tout partie des comités, des professeurs sur le comité de consultation que d'avoir le cours SCR. On pensait déjà à l'époque à ce cours qu'on aura, qui est CCQ. Donc, on voulait déjà un cours qui soit plus proche de la socio, de l'anthropo, avec peut-être une dimension, avec des connaissances, vous savez, de sciences religieuses, mais dans une version, je dirais, scientifique et non pas dans une version dite culturelle qui est finalement restée très, très proche de la théologie. Donc, déjà, on avait des pressions, mais bon, le ministère, à l'époque, est encore très, très proche, et les commissions scolaires, d'ailleurs, parce qu'on a beau avoir déconfessionnalisé les commissions scolaires, mais leurs directions sont encore hyper catho. Donc, évidemment, tout le monde est un peu en faveur. On se dit, bon, on va avoir un bon cours SCR, on va pouvoir continuer à enseigner la religion, et du primaire jusqu'au secondaire. Donc, en 2004, implantation du programme. Les critiques, donc, puis ça, c'est important parce que si le cours disparaît, c'est parce que depuis 2008, même si c'était un cours qui n'était pas du tout voulu par les didacticiens, mais dès que le cours apparaît, voilà, il est vraiment commenté très négativement dans le débat public et ça revient constamment, mais aussi par les didacticiens puis aussi par les formateurs. Et le premier truc, c'est vraiment que quand le cours commence à se donner en 2008, évidemment, un peu comme le cours qui va commencer à se donner, les enseignants ne sont pas formés, pas du tout. Et les enseignants qui vont donner le cours éthique et culture religieuse sont les enseignants qui donnaient les cours de religion confessionnelle. Et comme encore aujourd'hui, le même groupe d'enseignants qui donnent le cours SCR, eh bien, ils ont des réserves énormes. Donc, il y a énormément de critiques qui sont adressés à ce programme, entre autres l'ampleur des thèmes à traiter. Et on le sait, le programme n'est plus enseigné au primaire, je vous le disais tout à l'heure, parce qu'il y a trop de thèmes à traiter. Il faudrait être, moi qui ai fait un peu d'anthropologie religieuse à un moment donné dans ma vie, je ne pourrais pas enseigner bien ce programme. C'est impossible. Il y a trop de concepts, il y a trop de contenu. Il faudrait être un spécialiste de toute religion, ce qui est impossible, et de différentes perspectives, vous voyez, sur les différentes religions. C'est impossible. Puis l'approche est restée une approche très théologique, parce que dans le programme, on a conservé beaucoup de concepts qui venaient de la théologie et non pas de la socio ou de l'anthropologie des religions.
Donc ça a été aussi objet de critique très, très souvent. Puis on a dit, surtout Georges Leroux, à l'époque, qui était derrière le programme, « Ah, ben c'est fantastique parce qu'il y a une espèce de complémentarité entre l'éthique et la culture religieuse, alors que dans la pratique, il n'y en a aucune. Et bien au contraire, c'est que, comme le dit d'ailleurs Georges Leroux, j'ai une citation de lui que je trouve extraordinaire, au tout début d'ailleurs de l'implantation du programme. Il dit ceci... L'obligation de réserve oblige les enseignants à éviter de s'engager dans une critique susceptible de relativiser les croyances. Elles ne peuvent être présentées comme des propositions morales susceptibles de discussion. OK, je le dis tout de suite. Et pourquoi? Parce que les enseignants disent, bon, on fait du volet éthique. Souvent, du volet culture religieuse, du volet éthique, souvent, ils ne le font pas en même temps, ils font du volet éthique. On discute de n'importe quel sujet de l'heure. Je ne sais pas, moi, les trans, l'homosexualité, la peine de mort, etc. Et on ne doit jamais amener dans la discussion une proposition qui viendrait d'un groupe religieux, parce qu'on n'a pas le droit à la critique. Donc, il les exclut en partant. Alors que beaucoup de sujets sont chauds parce que ce sont des sujets qui ont une critique très, très, je dirais, forte, puis même assez brutale et assez violente des groupes religieux. Donc, ça, on ne peut pas en parler. Enfin, ça, c'est un des grands problèmes. Puis, il y a plein d'autres critiques qu'on fait de ce programme-là. Puis, ça va jusque chez les laïcistes, c'est-à-dire que ce programme fait la promotion du religieux, le fait qu'on l'a implanté de la première année du primaire jusqu'à la dernière année du secondaire, alors qu'il disait, c'est drôle parce que avant les années 2000, on parlait presque plus de religion. Tout d'un coup arrive ce programme et puis tout le monde parle de religion et les enfants ont le mot religion dans la bouche tout le temps. Et puis c'est rendu que maintenant, quand une personne, une immigrante arrive, il faudrait presque connaître sa religion parce que ça serait comme sa principale source d'identité. Enfin, c'est des critiques qu'on va adresser à ça. Et puis, je ne sais pas si vous avez entendu de la fameuse cause de la Cour suprême du Canada de 2015 qui permettait à des enseignants des écoles privées d'enseigner ce programme à partir de leur propre conception religieuse, de leur propre conviction. Donc, ça vient un peu détruire la fameuse position de réserve qu'on a. Puis d'ailleurs, je ne comprends pas cette position de la Cour suprême du Canada. Pour moi, ça a été... Je ne l'ai jamais compris. Pourquoi des gens qui sont religieux ne pourraient pas avoir une distance critique vis-à-vis de ce qu'ils enseignent? Donc, enfin, ça me paraît un peu bizarre. Donc, voilà, puis je vais passer un peu l'ampleur des thèmes à traiter. Je voulais juste vous faire rire en vous mettant, mais toutes ces choses, les symboles du divin, le renouveau religieux, l'existence du divin, origine de l'être humain, puis vous voyez les termes qu'on utilise, l'être créé, juste le vocabulaire, créature, tu sais, dans le programme, bon, on est déjà dans une théologie. La vie après la mort, la prédestination, le paradis, l'enfer, le purgatoire. Enfin, ils sont tous là. Il y a à peu près, je sais pas moi, 150 concepts là-dedans qui viennent directement du vocabulaire de la théologie. Donc, en partant, on peut dire que c'était un programme qui était très, très proche, je dirais, des approches théologiques et beaucoup moins proche de la sociologie ou de l'anthropologie religieuse. Puis quand je pense à anthropologie religieuse, évidemment, comme anthropologue religion, je pense par exemple à Keg ou à Bataille, je pense à Bastide, je pense à, je sais pas, là, les noms ne me viennent pas, Eliade, entre autres, et beaucoup d'autres auteurs qui ont aussi analysé le religieux, mais depuis des perspectives qui sont très, très différentes. Donc, voilà pour l'histoire de notre programme. Oui, donc moi, je suis Antoine Gauthier-Trépanier. Je suis étudiant au doctorat à l'Université de Sherbrooke. Donc aujourd'hui, je vais parler du cycle de la réforme du programme préuniversitaire de sciences humaines qui a débuté en 2017. Et donc, mon point de vue, en fait, c'est de retracer la généalogie de cette réforme-là depuis le début pour en observer, discuter à propos de sa légitimité. Donc, réforme qui a entraîné donc, la modification du programme de sciences humaines, préuniversitaire de sciences humaines au collégial, mais plus précisément, mon objet de recherche, moi, c'est le cours d'histoire et donc la compétence d'histoire du cours obligatoire au sein de ce programme-là qui m'intéresse.
Donc, comme je l'ai écrit ici, dans le contexte particulier du réseau collégial, la première étape donc, du cycle des politiques, c'est l'émergence d'un problème. Donc, où est le problème? Pourquoi on a commencé pourquoi on s'est posé la question, en fait, à savoir pourquoi on devrait changer ce programme-là au collégial? Donc, la nature même du problème se trouve, je crois, dans l'identité même, en fait, du programme de sciences humaines. C'est-à-dire qu'avant la création du programme de sciences humaines, dans les années 90, la notion de programme, elle existait au collégial, mais elle était un peu floue, au sens où on parlait vraiment d'un amas de cours, en fait, qui correspondait localement à ce que l'université s'attendait comme profil de la part d'un étudiant qui allait se rendre dans un de ces programmes. Donc, à partir de 1991, par contre, le gouvernement met en place une réforme qui fait en sorte que le programme de sciences humaines passe d'un assemblage un peu éparse à quelque chose de plus établi. Donc, qui va bénéficier d'un tronc commun, notamment, qui fait en sorte que tous les étudiants du programme, les 24 qui fréquentent ce programme-là à travers le Québec, vont avoir un tronc commun en plus de la formation générale collégiale. Donc, depuis, c'est une démarche de révision constante qui est à l'origine de ce programme-là. Et donc, en 1997, dans son évaluation de programme, le comité, en fait, d'évaluation des programmes au Cégep saluait l'introduction d'un programme qu'on qualifiait à l'époque de mieux structuré, notamment grâce à un tronc commun de cours obligatoires qui a été quand même bien accueilli à l'époque dans le monde collégial. Mais si maintenant on se penche plus précisément sur la compétence d'histoire au sein de ce programme de sciences humaines-là qui avait cours jusqu'à très récemment au collégial, le cours d'histoire de la civilisation occidentale, d'initiation, pardon, à l'histoire de la civilisation occidentale, faisait partie donc du programme depuis 1991, mais plusieurs reprochaient à ce programme-là une très grande redondance avec les cours du secondaire. Donc, il était généralement assez mal reçu à l'époque, comme en témoignent les écrits professionnels. Donc, on qualifie le défi, en fait, d'aborder un cours qui va des origines de la civilisation occidentale pratiquement au conflit moderne, comme étant un défi carrément dément pour certains. Les historiens anglophones vont parler souvent de « from Plato to NATO » pour dire que ça n'a absolument aucun sens de couvrir une aussi grande période en si peu de temps. Et il y avait une enquête de la PHCQ en 1999 qui laissait entendre que certains enseignants décidaient carrément de délaisser certaines périodes de l'histoire, comme l'Antiquité ou le Moyen Âge, au profit de périodes modernes pour justement escamoter l'histoire et se rendre plus rapidement à ce qui, selon eux, les intéressait ou intéressait leurs étudiants. Donc, à l'origine, c'est un cours qui est considéré trop vaste et auquel, par contre, les enseignants vont s'habituer, voire s'attacher, comme nous le révélerons à la suite des choses. Donc, ensuite, la prochaine étape de la réforme, c'est l'analyse du problème. Okay? Donc, comme je l'ai dit, cette réforme-là débute vraisemblablement par ce qu'on appelle le profil attendu des étudiants diplômés du programme d'études préuniversitaires de sciences humaines. Donc, c'est le consultant Jacques Bello qui va établir ce programme-là. Et qu'est-ce qui ressort de ce programme-là, notamment? C'est qu'on cherche deux types de connaissances pour la discipline de l'histoire chez les étudiants qui passent à travers la formation préuniversitaire. Donc, des connaissances des grandes périodes historiques et des formations factuelles relatives à l'histoire internationale, occidentale et nationale, et des connaissances relatives à la notion de temporalité et aux différentes échelles de temps et d'espace, ce qui est assez commun lorsqu'on étudie l'histoire, en fait. Donc, de manière générale, quel profil on dresse, en fait, des étudiants au collégial? C'est qu'en fait, on souhaite, au collégial, d'instaurer un profil qui invite à une approche qui initie plus qu'elle ne spécialise. Donc, ce qu'on dénonce à l'époque, c'est que finalement, on ne veut pas que les grands cours d'introduction du collégial dans les programmes préuniversitaires viennent en fait empiéter sur ce qu'on va voir éventuellement à l'université, dépendamment dans quelle discipline on se dirige. Ensuite, il y a une analyse de la situation qui a été faite. Donc, on a analysé de manière comparative. Donc, le groupe de travail formé d'enseignants du collégial de partout au Québec s'est penché sur la question et a émis 28 recommandations. Il y en a quelques-unes qui correspondent, en fait, qui concernent le programme d'histoire. Et donc, on propose à l'époque de remplacer des balises géographiques de l'objectif et standard d'initiation par des balises temporelles. Donc, non plus l'histoire de la civilisation occidentale, mais par exemple comme l'histoire mondiale aujourd'hui. Donc, la compétence de l'époque ne permettait pas d'aborder la réalité historique dans toute sa complexité, où s'entremêlaient des contributions multiples issues de plusieurs civilisations, comme on dit à l'époque. Donc, on parle de cette compétence-ci, reconnaître dans une perspective historique les caractéristiques essentielles de la civilisation occidentale. Donc, ce qu'on veut, c'est d'offrir la possibilité aux enseignants et aux enseignantes d'aborder plus en profondeur l'histoire plus récente
qui serait cohérent dans un cadre d'approche programme. L'approche programme, c'est spécifique au collégial, c'est-à-dire qu'un cours dans un programme, par exemple le cours d'histoire, est aussi là pour supporter l'apprentissage dans d'autres cours comme la sociologie, comme la science politique, etc. Donc, c'est un fondement. Prochaine étape, c'était l'élaboration des options. Donc, on a proposé une nouvelle compétence relativement à tous les avis qui avaient été émis par les professeurs, par les syndicats, par aussi les associations étudiantes même. Donc, on a proposé la nouvelle compétence expliquer les fondements de l'histoire nord-américaine en relation avec le contexte mondial. Justification, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on voulait? Un cadre spatio-temporel qui est resserré, donc au niveau taxonomique relevé, donc on peut aller voir les choses plus en complexité. Un accent mis sur les périodes les plus récentes de l'histoire et surtout une ouverture à une pluralité de perspectives, tant du point de vue national, continental, comme on le dit, global, dans l'examen du passé qui était proposé spécifiquement à la formation collégiale. Donc, c'est pas une proposition qui a plu à beaucoup de gens. Donc, pour la PHCQ, donc si on se met du point de vue des enseignants, c'était une compétence qui corrigeait pas nécessairement les faiblesses de l'ancien cours, c'est-à-dire une période de temps trop grande, 45 heures étant beaucoup trop court pour aborder toute cette période-là. Donc, je faisais seulement le remplacer. Donc, il y avait une redondance aussi entre l'histoire nord-américaine, les cours d'histoire de secondaire 3 et 4. Donc, on pensait que c'est un objet qui serait finalement pas très attrayant pour les étudiants à l'époque. Donc, on en est même allé jusqu'à remettre en cause la légitimité du sous-comité à l'époque, comme quoi ils n'avaient pas assez pris en compte les attentes des différents groupes à l'époque. Donc, pour la Fédération étudiante des collégiales du Québec, comme quoi il y a aussi les étudiants qui sont exprimés sur cette question-là, bien, la recommandation était trop, justement, elle aussi, alignée sur les cours de secondaire 3 et 4, donc on pouvait au moins s'entendre sur cette critique-là. Donc, on peut dire qu'à ce stade-ci de l'élaboration du nouveau programme, on a écouté, en fait, les différentes récriminations qui étaient adressées à ce programme-là. Donc, le ministère de l'Enseignement supérieur a donc consulté les établissements collégiaux par l'entremise de cahiers qui étaient envoyés dans les différents comités de programme de chaque institution qu'on devait remplir et renvoyer. La compétence d'histoire y était évidemment reçue défavorablement. On critiquait plusieurs de ces aspects tels que je les ai décrits un petit peu avant. Mais il y a certains établissements qui étaient favorables, d'autres non. Quoi qu'il en soit, on est à l'époque retourné à la table à dessin, c'est-à-dire qu'on a pris en compte tout ce qui avait été envoyé par l'entremise des cahiers pour aller émettre une nouvelle proposition. Donc, la nouvelle étant expliquer les fondements de l'histoire du monde du 15e siècle à aujourd'hui, et c'est à ce moment qu'émerge la controverse médiatique qui oppose les différents acteurs du monde collégial autour de différents objets, notamment la finalité pédagogique de l'histoire, la fonction utilitariste de l'histoire, les références spatio-temporelles, etc. Et pour aller un peu plus vite, ce qui nous a surpris dans ce processus-là, c'est qu'en fait, c'est peut-être la première fois où est-ce qu'on observe l'intervention d'une ministre, parce que juste après, il y avait un élément qui avait créé polémique. Pourquoi est-ce qu'on a pris la parole dans les médias pour décrire ce nouveau programme-là? C'est qu'on jugeait qu'une histoire du monde du 15e siècle aujourd'hui évacuait complètement les références à la civilisation occidentale, si chère, en fait, au programme préuniversitaire de sciences humaines. En référence à cette polémique-là, la ministre Mécan, à l'époque, a donc pris une décision de rajouter, sans consultation nécessairement, un nouvel élément de compétence, en fait, un nouvel objectif, parce qu'on a une compétence générale au cégep avec un énoncé des standards qui définissent ensuite ce qui va être enseigné. Donc, on a rajouté carrément un nouvel intitulé « Reconnaître les héritages historiques antérieurs au 15e siècle dans la formation de l'Occident et du monde contemporain ». Ce qui veut dire que dans le nouveau cours d'histoire du 15e siècle, là, aujourd'hui, on doit également faire des références à tout ce qui s'est passé avant dans la formation de l'Occident, de l'Antiquité aujourd'hui, de manière un petit peu arbitraire, diront certains. Mais donc, c'est peut-être la première fois, comme on le remarquait, parce que je dois dire aussi qu'Olivier a participé à cette présentation-là, c'est qu'on reconnaissait que pour une fois, il y avait l'intervention d'une ministre, ou en tout cas au sein d'une polémique, qui assurait une forme de compromis peut-être. Parce qu'au terme de cette prise de position-là, le programme a été donc accepté dans sa mouture et on est en une phase de planification, de mise en œuvre qui est dans les mains des institutions collégiales et qui va nous mener tranquillement vers une évaluation future. Mais je pense que j'ai atteint mon 20 minutes, donc peut-être qu'on peut... On peut arrêter... Ah, bien, OK, d'accord. Dans ce cas-ci, passons aux discussions. Donc, selon nous, donc, il y a une plus grande complexité pour l'élaboration des programmes d'histoire au secondaire, peut-être, ce qui fait en sorte que le collégial est un objet qui est un peu plus délaissé, même si la consultation a quand même ses particularités.
aussi fait qui doit être pris en compte, mais au collégial, les prises de décision ne portent pas spécifiquement sur l'objet de l'histoire, comme ça peut être le cas au secondaire, mais bel et bien sur les sciences humaines, en tout cas pour le programme de sciences humaines auquel je m'intéresse. Donc, on a une situation assez unique, celle d'une intervention relativement efficace de la part d'une ministre au moment où naît une polémique relative à l'évacuation de la référence occidentale dans le cours d'introduction d'histoire au programme de sciences humaines. Donc, c'est une polémique qui est particulière parce qu'on a des arguments qui sont évoqués qui servaient à l'époque à combattre les programmes d'histoire du Québec jugés trop multiculturels lors de leur introduction et qui, cette fois, se portent non pas à la défense de la nation québécoise, mais à celle de la civilisation occidentale de manière plus générale. Et c'est ce qui est, pour nous, fait la particularité de cette polémique-là et vaut la peine d'être étudié, mais je pense qu'on va cette fois-ci s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup. Écoutez, d'une part, il y a une chose que je tiens à dire, outre le fait que c'était un bien beau symposium. C'était quoi l'ambition? C'était de se poser la question, comment est-ce qu'on peut, sachant que les programmes scolaires posent des cadres normatifs, donc sont des objets politiques, sont des outils politiques, comment est-ce qu'on peut en rehausser la légitimité, donc je présume la qualité et la part, comment est-ce qu'on peut en rehausser la légitimité via ce qui a été qualifié de, je vais vous le dire tout ça, via une conception délibérative de l'élaboration des programmes. J'écoutais. Et dans le fond, je pense qu'un fil conducteur de la journée, c'était c'est quoi une conception délibérative des programmes, puis en quoi est-ce que ça amène ou non à des programmes plus légitimes et ou meilleurs. L'idée d'une conception délibérative des programmes reposait sur, en tout cas me semble à moi, reposait sur deux prémisses qui sont vraies, mais qui en même temps d'être vraies posent sans doute des difficultés qu'on a essayé d'explorer aujourd'hui. La première difficulté porte sur en fait le pari que la délibération rehausse effectivement la légitimité politique. L'idée, notamment, puis ça, on l'a eu, je pense que c'est Raphaël qui posait la question, bien, on ne veut pas d'un programme d'histoire uniforme à l'échelle canadienne, mais qui on est, en fait, quelle procédure délibérative on se donne pour qu'un programme uniforme québécois soit, lui, légitime. Puis derrière cette question-là, puis d'autres interventions, en tout cas, moi, il m'a semblé que la prémisse, que si on descend encore pour écouter les attentes des communautés, on viendrait apaiser ou atténuer l'effet des rapports de force qui conditionnent ça. C'est une prémisse, mais c'est une difficulté. Je ne suis pas convaincu que c'est empiriquement vrai, personnellement. Est-ce que d'écouter les communautés, d'écouter les groupes minoritaires, par exemple, ça revient à atténuer les rapports de force, sachant qu'à l'échelle des communautés, il y a des rapports de force aussi? Il y a toutes sortes d'épisodes. Par exemple, un des épisodes dont je me souviens dans le cas des débats à l'intérieur de la communauté anglo-québécoise, par exemple, sur le débat d'histoire. Au milieu des années 2010, quand il y a des anglo-québécois qui contestent le programme, ils ne blâment pas juste le méchant ministère nationaliste, ils blâment leur propre commission scolaire d'avoir accepté les programmes. C'est des luttes internes à la communauté qui font qu'éventuellement, les commissions scolaires élues vont finir par s'opposer au programme, mais au début, ils ne le faisaient pas. Fait que c'est des luttes internes. Descendre à l'échelon de la communauté, ça ne vient pas abolir, à moins qu'on se cache la face puis qu'on nie l'existence de rapports de force à l'intérieur des communautés. C'est pour ça qu'on vient atténuer, en fait, le poids des rapports-là. En fait, c'est pas automatique et nécessaire. Il faut en tenir compte. Une deuxième prémisse qui est intéressante, qui me semblait intéressante aussi, c'est qu'un programme, pour jouer son rôle et pour jouer un rôle légitime, doit répondre aux attentes des communautés. J'ai tendance à croire que c'est raisonnablement vrai, là. C'est pas le contraire. C'est une prémisse qui a quand même des limites. Puis c'est une prémisse qui n'est pas la prémisse de la didactique, par ailleurs. Je pense que l'exposé de Marc-André était très clair là-dessus. Puis je le rejoins en bonne partie là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas infini, cette logique-là. Il y a une limite qu'on frappe assez vite. Puis je pense, en fait, que ça, c'est bien compris parce que cette séance-là, c'est un fini, en fait, sur l'idée d'une invitation au réalisme politique, justement. Puis
c'est ce défi-là peut-être. Comment est-ce qu'on peut adopter ces problèmes-là sous un angle réaliste, en tenant compte des réalités politiques? La deuxième séance portait sur quoi? Elle s'appelait « Propositions », si ma mémoire est bonne. En fait, ce qui a été mis sur la table, c'est pas tant des propositions que des attentes. Il y a une grande variété d'attentes légitimes, mais hétérogènes. M. Bouchard nous a exposé ses propres attentes. C'est-à-dire, lui, il y avait des attentes très différentes de celles, par exemple, qui étaient exposées dans les témoignages de Paul. C'est-à-dire l'attente de trouver le bon récit. Trouver le bon truc, trouver l'espèce de Graal narratif auquel tout le monde dans lequel tout le monde pourrait communier à la même communauté politique. C'est légitime, c'est valable, ça stimule des discussions pertinentes, mais c'est très différent d'autres types d'attentes qui ont été exposées par d'autres types d'acteurs. Puis Marc-André n'est pas d'accord avec ça non plus. Il vient nous l'exposer très clairement aussi. Cette diversité, me semble, des attentes qui a été formulée grâce à tous les collaborateurs de tous les horizons, ça nous dit quoi? Bien, ça nous dit que ça va prendre fichtrement beaucoup de réalisme politique pour être capable de faire communiquer cette variété d'attentes avec la décision publique. C'est pas simple, il suffit pas de le dire. Il faut comprendre c'est quoi les mécanismes qui sont à l'œuvre empiriquement pour déterminer c'est quoi les conditions de succès, entre guillemets. Et ça, c'est ce que je pense la dernière séance, puis je vais finir là-dessus, nous suggère, c'est-à-dire qu'on a eu des cas qui parlent de mécanismes. La présentation sur le CR et le CCQ, celle sur les programmes de cégep, ça nous a dit quoi? Bien, ça nous a montré certains des mécanismes dans le détail, de façon... Puis c'est ça qu'il faut qu'on sache. Il faut qu'on sache comment ça se fait, un maudit programme. Puis ce que ça nous dit, c'est quoi? Dans les deux cas, on a des démarches assez denses en délibération, des consultations qui sont des fois bidons, mais des fois... j'imagine plus la consultation est large, plus elle a tendance à ce que les décideurs veuillent la garder sous contrôle. Mais il reste qu'il y a beaucoup d'étapes de délibération, beaucoup de va-et-vient, beaucoup d'itérations, formalisées ou pas, entre les différents groupes, les différentes communautés et ceux qui travaillent sur les programmes. Puis ça amène à quoi, cette délibération-là, dans l'état actuel des choses? Je ne dis pas que c'est fatal, mais je dis que dans l'état actuel des choses, la volonté légitime d'écouter le plus d'attentes légitimes possible pour rehausser la légitimité du programme, ça mène à une logique de quoi? D'addition puis d'inflation des programmes. Comment ils ont résolu la crise dans le cours d'histoire de cégep? Ils ont ajouté des heures. Ça faisait des années qu'ils essayaient de gérer les 45 heures qu'il y avait. Puis la ministre a dit, fuck off, je vais rajouter 15 heures, puis ça va régler la question. C'est une logique d'addition. Le cours de CR puis de CCQ. En fait, on rigolait bien, quand vous avez présenté ça, les dizaines puis les centaines d'items. Mais le cours d'histoire nage dans le même ordre de grandeur. Il y a des centaines. Ce qui s'appelait la progression des apprentissages. Ça s'appelle-tu encore comme ça? Ah oui, excuse. La précision, mais ce chiffre en centaines d'items pour satisfaire des demandes, puis là, s'arrimer à des concepts ou des affaires qui sont des concepts puis qui s'appellent d'autres choses, qui se comptent aussi par dizaines. Mon point ici, c'est que des pratiques délibératives mènent à quoi? À quelque chose qui est fondamentalement toxique, en fait, pour les programmes eux-mêmes. Je ne suis pas en train de dire que la délibération, c'est pas bien. Je suis en train de dire qu'on n'a pas trouvé des mécanismes on n'a pas pris au sérieux. C'est ça, la réalité. La réalité, c'est qu'on n'a pas pris au sérieux les mécanismes, le problème des façons empiriques de faire s'arrimer les attentes. Le destinataire du programme de CCQ, clairement, c'est pas la salle de classe. On s'entend, là? Puis on peut souvent en dire autant du programme d'histoire. C'est pas toujours la salle de classe le destinataire. Donc, je pense que ce qu'on doit retenir, en tout cas ce que moi je vais retenir, vous autres, vous ferez bien ce que vous voulez, mais moi, ce que je vais retenir, c'est cette nécessité impérieuse de prendre au sérieux les mécanismes pour éviter cette perversion, dans le fond,
logique délibérative qui, faute de bonnes idées, se mue en quoi? En une logique additive, qui est complètement antipédagogique, qui est tout sauf conforme à ce qu'on attend d'un programme scolaire. Fait qu'écoutez, je remercie surtout nos hôtes, c'est-à-dire Raphaël et Jérôme, pour cet événement. Ça valait les heures que j'ai passées ici plus qu'amplement et je vous en remercie.